Martha entendit le plancher grincer, avant même que Will n'entre dans la pièce. Elle se tenait près de la table de la cuisine, où les restes du pain de la veille reposaient sur du papier huilé. 2 tranches, pas plus. Les jumeaux dormaient dans la chambre voisine, et elle s'efforçait de ne pas faire de bruit en coupant le pain pour le petit déjeuner. Caleb et Isaac se réveillaient tôt, et elle voulait avoir le temps de préparer quelque chose avant qu'ils ne commencent à s'agiter et à réclamer à manger. Will s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Elle ne se retourna pas, mais sentit son regard dans son dos. La maison sentait l'humidité. Le toit fuyait à 2 endroits. Et après la pluie de la veille, l'eau gouttait encore dans un seau près de la fenêtre. Les coups réguliers des gouttes sur le fer blanc étaient le seul son, hormis sa propre respiration. « Martha, » dit-il doucement. Elle continua de couper le pain. Le couteau était émoussé, et elle devait appuyer plus fort pour que la croûte cède. Will ne s'approcha pas. Il resta dans l'embrasure, et Martha sut que quelque chose allait se produire. Quelque chose qui changerait tout. Elle avait toujours ce pressentiment, comme un animal avant l'orage. Son estomac se noua. Ses doigts serrèrent plus fort le manche du couteau. « Il faut que je te parle », ajouta-t-il. Martha se retourna enfin. Will n'était pas habillé comme d'habitude. Il portait une chemise propre, la même, verte foncée, qu'elle avait lavée et repassée avant-hier. Son pantalon aussi était convenable, sans pièces aux genoux. Ses cheveux étaient peignés en arrière, sa barbe taillée. Il avait l'air de se préparer pour un rendez-vous important, ou pour un voyage. « Tu pars quelque part ?» demanda-t-elle, bien que la réponse fût déjà écrite sur son visage. Will entra dans la pièce et s'assit sur le bord d'une chaise, sans ôter son chapeau. C'était étrange. Il ne restait jamais chapeau sur la tête à la maison. Martha posa le couteau sur la table et s'essuya les mains sur son tablier. Sa robe, d'un bordeaux foncé aux manches étroites, était vieille, mais encore solide. Elle l'avait réparée elle-même plusieurs fois, recousant soigneusement les trous près de l'ourlet. Le tablier était en toile grossière, délavé par les lessives. « Je pars pour Denver », dit Will sans lever les yeux. « Il y a du travail là-bas. »« Du bon travail, Martha, dans les mines d'argent. Ils payent $1 par jour, parfois plus. » Elle resta silencieuse. Les mots étaient coincés quelque part dans sa gorge, refusant de sortir. Will continua. « Je sais ce que tu vas dire. Mais il n'y a rien ici. La ferme ne donne rien, la terre est sèche, le bétail meurt. Je ne peux pas nourrir ma famille avec ce que nous avons. J'ai essayé, Martha, tu le sais. J'ai essayé. »« Tu pars seule ?» demanda-t-elle à voix basse. Il la regarda enfin. Il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Pas de la honte, pas du regret, juste de la fatigue. Une fatigue infinie, dévorante. « Je dois d'abord m'installer, » répondit-il. « Trouver un logement, un travail. Ensuite, je vous ferai venir. Toi et les garçons. Ce n'est pas pour toujours, Martha. Je reviendrai ou j'enverrai de l'argent pour le voyage. » Martha s'appuya contre la table, car ses jambes devinrent soudain flageolantes. Elle regardait l'homme avec qui elle avait vécu 5 ans, eu 2 fils, partagé un lit, de la nourriture, des espoirs. Et maintenant, il était assis devant elle, comme un étranger, comme un compagnon de route dans une auberge qui annonce simplement ses plans. « Quand pars-tu » demanda-t-elle, sa voix plus stable qu'elle ne s'y attendait. « Aujourd'hui. La diligence part à midi. Aujourd'hui. » Cela signifiait qu'il avait déjà tout décidé. Le billet était acheté, les affaires de fête. Il ne lui avait pas demandé son avis, ne l'avait pas consulté. Il était juste venu l'informer de ce qui était déjà fait. « Et nous ?» Martha balaya la pièce du regard. « Que ferons-nous, Will ? Nous n'avons pas d'argent. La nourriture tiendra 1 semaine, peut-être 2, en faisant attention. Le bois est fini. Le toit fuit. La vache ne donne plus de lait depuis 3 jours. » Will se leva,
Il sortit de sa poche quelques billets et pièces et les posa sur la table. Martha ne compta pas, mais elle vit que ce n'était pas beaucoup, très peu. « C'est tout ce que j'ai, » dit-il. « Je te laisse tout. J'ai assez pour la route. » Elle regarda l'argent, puis lui. Et pour la première fois en toutes ces années de mariage, elle sentit qu'elle haïssait ce homme. Pas seulement de la colère ou de la déception, de la haine. Cette haine froide et calme qui ne passe pas et ne s'apaise pas. « Tu ne reviendras pas, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Will ne répondit pas. Il se tenait là, regardant sur le côté, vers la fenêtre où l'on voyait les branches nues des saules et le ciel gris de Willow Bend. La ville était petite, tout le monde se connaissait, et tout le monde apprendrait que Will Wells avait abandonné sa femme et ses 2 jeunes enfants. Ce serait une honte, mais pas pour lui. Il partait, pour elle. « Tu peux retourner chez tes parents, » dit-il doucement. « Ils t'accueilleront. » Martha eut un sourire amer sans joie. « Mon père est mort il y a 3 ans, Will. Tu as oublié? Et ma mère vit chez mon frère. Et ils ont 7 enfants. Ils n'ont pas besoin de 3 bouches de plus à nourrir. » Il se tut. Puis, il hocha la tête, ajusta son chapeau et se dirigea vers la porte. Martha le regarda s'éloigner. Et à l'intérieur d'elle, quelque chose se brisait lentement en morceaux, mais elle n'émit aucun son. Elle ne pleurerait pas devant lui. Elle ne le supplierait pas de rester. Elle resterait simplement là, près de la table, à le regarder partir. « J'enverrai de l'argent, » lança Will depuis le seuil. « Dès que je serai installé. Promis. » Martha ne répondit pas. La porte se referma, et elle l'entendit descendre du porche, ses pas s'éloigner sur le sentier. Puis, le silence. Seulement les gouttes d'eau dans le seau et sa propre respiration. Elle resta ainsi, peut-être 1 minute, peut-être plus. Puis elle s'assit lentement sur la chaise que Will venait de quitter et regarda l'argent. 3 $ et quelques cents. Assez pour de la farine, peut-être un morceau de salaison. Pour 1 semaine, en faisant très attention. Dans la chambre voisine, les enfants s'agitèrent. Caleb se réveillait toujours le premier. Il était plus agité qu'Isaac. Il avait maintenant 3 ans et commençait à poser des questions sur tout. Isaac était un enfant calme et rêveur, qui pouvait rester des heures sur le porche à regarder les nuages. « Maman ?» entendit-elle la voix endormie de Caleb. Martha s'essuya rapidement les yeux, bien qu'il n'y eût pas de larmes, et se leva. Elle lissa son tablier, arrangea ses cheveux et entra dans la chambre où les jumeaux s'agitaient sur le lit étroit. Ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, cheveux sombres, les yeux gris de Will et son menton obstiné à elle. Caleb était déjà assis, se frottant les yeux avec ses poings, tandis qu'Isaac était couché, roulé en boule sous la couverture. « Bonjour, » dit Martha, et sa voix était égale, calme. Elle s'approcha du lit et caressa les cheveux ébouriffés de Caleb. « Levez-vous, les garçons. Le petit déjeuner est prêt. »« Et où est papa ?» demanda Caleb en regardant autour de lui. Martha se figea. Elle n'avait pas pensé qu'elle devrait répondre à cette question si tôt. Elle n'avait pas pensé qu'elle devrait prononcer ces mots à voix haute. Mais elle ne pouvait pas mentir aux enfants. Elle ne le voulait pas. « Papa est parti. »« Parti, » répondit-elle simplement. « Il est parti chercher du travail. »« Quand reviendra-t-il » Caleb fronça les sourcils. Martha s'assit sur le bord du lit et prit la main de son fils. « Je ne sais pas, Caleb. Je ne sais pas. » Le garçon la regardait de ses yeux sérieux. Et Martha voyait qu'il ne comprenait pas tout à fait, mais qu'il sentait que quelque chose avait changé, que quelque chose n'allait pas. « On va l'attendre ?» demanda Isaac, ouvrant enfin les yeux. Martha serra les lèvres. Elle ne savait pas quoi répondre. Une partie d'elle voulait dire « oui », parce que ce serait plus facile. Mais une autre partie, celle qui venait de naître en elle lorsque la porte s'était refermée sur Will, disait « non. Nous allons continuer à vivre, dit-elle enfin. Levez-vous.
Habillez-vous. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. » Elle retourna à la cuisine, où l'argent et le pain à moitié coupé gisaient encore sur la table. Martha prit les pièces, les compta lentement, mémorisant chaque chiffre. 3 $ et 20 cents. Elle les mit dans une petite boîte en fer blanc qu'elle gardait dans l'armoire et la ferma à clé. Puis elle regarda par la fenêtre. Dehors, il y avait une petite cour envahie par les mauvaises herbes. Plus loin, la terre. Leur terre d'Isaac, que Will n'avait jamais réussi à cultiver correctement. La terre était sèche, épuisée, mais elle était là. Et si Will ne revenait plus, et Martha savait qu'il ne reviendrait pas, cette terre deviendrait sa seule chance. Elle sortit sur le porche. L'air était frais. Il sentait la terre humide après la pluie et autre chose encore. La fumée des cheminées, les chevaux, le fumier, les odeurs habituelles d'une ferme. Martha se serra les bras, car le matin était frais, et resta ainsi, regardant sa parcelle. Will était parti. Elle était seule avec 2 enfants, sans argent, sans aide masculine, sans espoir que quelqu'un vienne la sauver. À Willow Bend, il n'y avait pas de travail pour les femmes, sauf au saloon ou à la blanchisserie, et les 2 payaient une misère. Elle n'avait pas de famille qui pouvait l'aider, pas d'amis prêts à prendre en charge 3 bouches supplémentaires, mais elle avait la terre, et des mains, et une colère qui brûlait maintenant dans sa poitrine si vivement que Martha en sentait presque la chaleur. Elle ne pleurerait pas. Elle ne supplierait pas Will de revenir. Elle n'attendrait pas qu'il envoie de l'argent, car il n'en enverrait pas. Elle le savait, avec la même certitude qu'elle connaissait son propre nom. Elle allait survivre, seule. Et elle prouverait, pas à lui, il n'en valait pas la peine, mais à elle-même, qu'elle le pouvait, qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait, qu'elle ne se briserait pas. Martha retourna dans la maison, où Caleb et Isaac étaient déjà assis à table, endormis et affamés. Elle posa le pain devant eux, versa de l'eau chaude de la cruche et s'assit à côté. Les garçons mangeaient en silence, et elle les regardait. Leurs petites mains, la façon dont ils mâchaient, reniflaient, comment Caleb laissait tomber des miettes par terre. Elle ne les laisserait pas avoir faim, elle ne les laisserait pas grandir dans la misère et la honte. Elle ferait tout ce qu'il faudrait. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» demanda Isaac, quand il eut fini son morceau. Martha sourit. Pas largement, pas joyeusement, mais elle sourit. « Aujourd'hui, nous allons tout recommencer ?» répondit-elle. « Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle vie. » Et elle se leva de table, sentant la détermination se raffermir en elle. Will était parti. Qu'il parte. Elle n'était plus sa femme. Elle était Martha Wells, et elle survivrait, à n'importe quel prix. La première chose que fit Martha fut de vendre le cheval. C'était une décision difficile, car sans cheval, se rendre en ville devenait plus compliqué, mais elle n'avait pas le choix. La jument Molly était la dernière chose qui restait de l'exploitation que Will avait autrefois tenté de gérer. La vache était morte 2 semaines auparavant. Il avait vendu les cochons l'automne dernier, et les poules s'étaient enfuies ou avaient été volées. Martha n'avait jamais su ce qui leur était arrivé. Elle mène Molly chez Harvey Simmons, qui tenait l'écurie sur la rue principale de Willow Bend. Caleb et Isaac marchaient à côté, s'accrochant à sa jupe. C'était le début de la matinée, et la ville se réveillait à peine. La fumée s'élevait des cheminées. Un chien aboyait quelque part. Les treuils des puits grinçaient. Harvey sortit à sa rencontre, s'essuyant les mains sur son pantalon. C'était un homme corpulent à la barbe rousse et au visage affable, mais en voyant Martha, son expression devint méfiante. « Madame Wells, salua-t-il d'un signe de tête. En quoi puis-je vous aider ?»« Je dois vendre le cheval, dit Martha directement, sans préambule. Harvey inspecta Molly, fit le tour, lui tâta les jambes, regarda ses dents. La jument était vieille, mais encore robuste. Will s'en était bien occupé. C'était la seule chose qu'il faisait vraiment bien. 20 $, dit enfin Harvey. Martha savait que le cheval valait plus, 30, voire 35, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas en position de négocier. Tout le monde en ville avait déjà entendu que Will était parti.
Les rumeurs se propageaient vite, surtout dans des endroits comme Willow Bend. Et maintenant, elle n'était plus simplement la femme d'un fermier, mais une femme abandonnée. Cela changeait tout. 25, dit-elle fermement, en regardant Harvey droit dans les yeux. Il garda le silence un instant, puis hocha la tête. 25. Mais seulement parce que Molly est un bon cheval. Martha prit l'argent, le compta devant lui et le cacha dans la poche de son tablier. Elle ne remercia pas et ne sourit pas. Elle fit simplement demi-tour et repartit, tenant les garçons par la main. « Maman, pourquoi on a vendu Molly ?» demanda Caleb, se retournant vers l'écurie. « Elle est gentille. »« Parce que nous avons besoin d'argent pour les semences, » répondit Martha. « Et pour la farine, et pour les clous pour le toit. » Elle disait cela calmement, comme si c'était une chose ordinaire, bien qu'à l'intérieur, tout se contractait. Vendre Molly, c'était admettre qu'ils n'étaient plus des fermiers, qu'ils n'avaient ni bétail, ni moyen de cultiver la terre correctement. Mais cela signifiait aussi qu'elle avait de l'argent, près de $30, en ajoutant ce que Will avait laissé. C'était assez pour commencer. Au magasin de Guthrie, elle acheta des semences. Pommes de terre, carottes, navets, choux. Rien de raffiné, seulement ce qui survivrait sur leur terre épuisée et nourrirait la famille en hiver. Le propriétaire du magasin, Samuel Guthrie, un homme âgé aux favoris grisonnants, la regardait avec un mélange de pitié et de curiosité. « J'ai entendu dire que votre mari est parti, » dit-il en pesant les semences. « C'est vrai ?» Martha ne détourna pas le regard. « C'est vrai. Et qu'allez-vous faire maintenant ?» Il ne parlait pas avec méchanceté, plutôt avec un intérêt sincère. Mais ce n'était pas plus facile pour Martha. « Je vais cultiver un potager, » répondit-elle, « et nourrir mes enfants. » Guthrie grogna, mais ne dit rien de plus. Il mit les semences dans des sacs et les lui tendit. Martha paya et prit ses achats. En sortant, elle tomba sur Edna Crane, la femme du juge local. Edna portait une élégante robe couleur ivoire avec une garniture en dentelle au col, clairement pas pour une promenade matinale au magasin. Elle s'habillait toujours comme si elle allait à une réception, même pour aller chercher de la farine. « Martha, ma chère, » dit Edna avec cette intonation mielleuse qui annonçait toujours des ennuis. « J'ai entendu parler de votre situation. Quel cauchemar. Si vous avez besoin d'aide, vous savez que vous pouvez vous adresser à l'Église. Le révérend Whitman est toujours prêt à aider les nécessiteux. » Martha serra plus fort le sac de semences. « Merci, Madame Crane, mais je me débrouillerai seule. » Edna haussa les sourcils, et quelque chose de semblable à de la surprise ou du mépris traversa son regard. Martha ne chercha pas à comprendre. Elle contourna la femme et sortit dans la rue, où Caleb et Isaac l'attendaient patiemment, assis sur les marches du porche. Le chemin du retour fut long. Martha portait les sacs de semences et de farine, tandis que les garçons traînaient à côté, se plaignant de fatigue. Le soleil était déjà haut et il faisait chaud. Sa robe, une vieille robe verdâtre avec un motif de petites fleurs fanées, collait à son dos de sueur. Elle portait des bottes grossières qui lui causaient des ampoules, mais elle n'avait pas d'autres chaussures. Quand ils arrivèrent enfin à la maison, Martha posa les sacs sur le porche et s'assit à côté, reprenant son souffle. Caleb et Isaac coururent à l'intérieur, et 1 minute plus tard, elle les entendit s'agiter dans la cuisine, cherchant quelque chose à manger. Martha regarda sa parcelle. 10 acres de terre, envahis par les mauvaises herbes et les broussailles. Will avait essayé d'y semer du blé 2 ans auparavant, mais la récolte avait été misérable. Puis il avait tenté d'élever du bétail, mais cela aussi avait échoué. Il disait toujours que la terre était maudite, que rien n'y poussait, qu'il devait se partir. Et le voilà parti, seul. Martha se leva et se dirigea vers la grange. À l'intérieur, ça sentait la paille pourrie
et les souris. Elle trouva une pelle, vieille, avec un manche fissuré, et la sortit à la lumière. Puis elle regarda autour d'elle. Elle devait choisir un endroit pour le potager. Pas trop près de la maison pour ne pas gêner, mais pas trop loin non plus pour transporter l'eau. Elle choisit une parcelle derrière la maison où la terre semblait un peu plus humide qu'ailleurs. Peut-être parce que le toit fuyait et que l'eau s'écoulait ici pendant les pluies. Ou peut-être que c'était juste une impression. Mais elle n'avait pas le choix. Il fallait travailler avec ce qu'elle avait. Martha enfonça la pelle dans la terre. Elle céda difficilement, dure et sèche. Elle appuya du pied sur le bord de la pelle, pesa de tout son poids, et finalement la terre se brisa, révélant une couche sombre sous la croûte. Martha retourna la motte, la brisa, et commença à creuser la suivante. 1 heure plus tard, ses mains étaient couvertes d'ampoules. Son dos lui faisait mal, ses épaules étaient endolories, ses yeux s'assombrissaient de fatigue et de chaleur. Mais elle continuait à creuser. Méthodiquement, obstinément, en éteignant ses pensées et en se concentrant uniquement sur les mouvements, enfoncer la pelle, retourner la terre, briser la motte, et encore, et encore. Caleb et Isaac sortirent de la maison et s'arrêtèrent à côté, observant. « Maman, qu'est-ce que tu fais » demanda Isaac. « Je creuse un potager » répondit Martha sans s'arrêter. « On peut t'aider. » Elle les regarda, petits, maigres, avec de grands yeux gris pleins de curiosité. Ils n'avaient que 3 ans, ils ne pouvaient pas aider. Mais elle avait besoin qu'ils se sentent utiles, qu'ils sachent qu'ils étaient tous ensemble là-dedans. « Bien sûr, dit-elle. Vous voyez ces pierres. Ramassez-les et mettez-les là-bas, près de la clôture. Nous en ferons un muret. » Les garçons se mirent au travail avec enthousiasme, courant d'avant en arrière, avec des pierres dans les mains. Martha continuait à creuser. Elle travailla jusqu'à la tombée de la nuit, et même un peu après, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus voir la terre sous ses pieds. Quand elle rentra dans la maison, les jumeaux dormaient déjà sur le sol de la cuisine, roulés en boule sur une vieille couverture. Martha les souleva délicatement l'un après l'autre et les porta au lit, où là ils ne se réveillèrent mais n'étaient même pas, se contentant de renifler dans leur sommeil. Elle retourna à la cuisine, versa de l'eau dans une bassine et tenta de se laver la saleté des mains et du visage. L'eau était froide et c'était agréable. Martha regarda ses paumes. Elles étaient rouges, avec des cloques, dont certaines avaient déjà éclaté. Demain, tenir la pelle serait douloureux. Mais elle continuerait. Elle n'avait pas le choix. Elle mangea un morceau de pain en l'arrosant d'eau et s'allongea sur son lit, sans se déshabiller. Son corps était si endolori qu'il lui semblait qu'elle ne pourrait pas se lever le lendemain. Mais elle se lèverait. Elle le savait. Les jours suivants se fondirent en un cycle de travail sans fin. Martha se levait à l'aube, nourrissait les enfants avec les restes de ce qu'il y avait, et allait creuser le potager. Caleb et Isaac jouaient à côté, aidant parfois, transportant des pierres, apportant de l'eau à l'eau du puits dans un petit seau. Martha creusait jusqu'à ce que l'obscurité commence à tomber, puis nourrissait les garçons, les mettait au lit, et s'effondrait sur son propre lit, à peine vivante de fatigue. 1 semaine plus tard, le potager était prêt. Une petite parcelle, peut-être un quart d'acre, mais soigneusement retournée, débarrassée des pierres et des mauvaises herbes. Martha la divisa en plates-bandes et commença à planter les semences. Elle planta les pommes de terre en premier. C'était le plus fiable, capable de pousser même sur un sol pauvre. Puis les carottes, les navets, les choux. Elle travaillait pieds nus, car ses bottes lui avaient complètement irrité les pieds. Sa robe s'était déchirée à l'ourlet, et elle arracha le morceau déchiré pour qu'il ne la gêne pas. Elle avait attaché ses cheveux en un chignon serré sur sa nuque, mais des mèches s'échappaient quand même et lui tombaient dans les yeux. Ses mains lui faisaient si mal qu'elle ne pouvait pas les fermer en poing, mais elle continuait. À la fin de la 2e semaine, l'argent était presque épuisé. Martha le recomptait chaque soir, et à chaque fois,
la somme diminuait. La farine, l'huile, le sel, un peu de sucre pour les garçons. Tout cela coûtait de l'argent. Et bientôt, il n'y en aurait plus du tout. Elle pensa à ce qu'avait dit Edna Crane, à l'Église, à l'aide. Mais l'idée de demander l'aumône lui inspirait un tel dégoût que Martha ne pouvait physiquement pas s'y résoudre. Elle préférerait mourir de faim plutôt que de tendre la main pour une aumône. Mais il y avait une autre possibilité. La 3e semaine, Martha se rendit chez ses voisins, la famille Clarkson, qui vivait à 1 mile à l'est. Ils avaient une ferme plus grande, avec des vaches et des cochons. Et Martha savait qu'ils avaient parfois besoin de main-d'œuvre pour les travaux des champs. Greta Clarkson l'accueillit près de la maison. C'était une femme d'âge moyen, au visage fatigué et aux mains robustes de travailleuse. 3 enfants tournaient autour d'elle. Le plus jeune avait environ 2 ans, l'aîné 8. Martha salua Greta d'un signe de tête. « Qu'est-ce que ce qui t'amène ?»« J'ai besoin de travail, » dit Martha sans détour. « Je peux désherber, récolter, traire les vaches, tout ce qu'il faut. Payez-moi ce que vous jugerez juste. » Greta la regarda longuement. Puis elle appela son mari. George Clarkson sortit de la grange, un homme grand et nerveux au visage hâlé. Il écouta la proposition de Martha et se gratta la nuque. « J'ai déjà assez de bras, » dit-il. « Mais si tu veux, tu peux aider Greta à la maison. Elle ne s'en sort pas seule avec les enfants et le ménage. Je peux te payer $1 par semaine et te donner du lait. $1 par semaine. » Ce n'était presque rien. Mais le lait était important. Pour les garçons, « D'accord, » dit Martha. C'est ainsi qu'elle commença à travailler chez les Clarkson. 3 jours par semaine, elle arrivait tôt le matin, emmenant Caleb, Ayata et Isaac avec elle, et restait jusqu'au soir. Elle lavait le linge, préparait les repas, nettoyait la maison, s'occupait des enfants des Clarkson, pendant que Greta vaquait à ses occupations. Le travail était dur, mais pas plus difficile qu'à la maison. Et chaque samedi, George lui comptait $1 et lui donnait une cruche de lait. Les autres jours, Martha travaillait dans son potager. Elle arrosait les plates-bandes, arrachait les mauvaises herbes, veillait à ce que la terre ne se dessèche pas. Et au bout d'1 mois, les premières pousses apparurent. De minuscules points verts, à peine visibles. Mais ils étaient là. Les pommes de terre furent les premières à sortir, puis les carottes, puis les choux. Martha se tenait au milieu du potager et regardait ses pousses. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Pas de la joie, elle ne pouvait pas encore se permettre d'être joyeuse, mais de l'espoir. Un espoir silencieux, prudent, mais vivant. Caleb courut vers elle, tenant une pierre dans sa main. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Elle brille. » Martha prit la pierre et la fit tourner dans ses mains. Du quartz ordinaire, rien de spécial. Mais elle sourit. « Très joli, » dit-elle. « Mets-la avec les autres près de la clôture. » Le garçon s'enfuit et Martha retourna au travail. Elle avait des ampoules aux mains, son dos lui faisait constamment mal. Sa seule robe convenable était déchirée à 3 endroits. Et elle et les enfants mangeaient principalement de la soupe de pommes de terre. Mais le potager grandissait. Et chaque jour, elle sentait quelque chose changer en elle. Elle devenait plus forte, plus dure, plus obstinée. Will n'envoya ni lettres, ni argent. Martha n'en fut pas surprise. Elle n'attendait plus rien de lui. Pour elle, il n'existait plus. Il n'y avait qu'elle, ses enfants et la terre. Et c'était suffisant pour survivre. Martha fit sa première récolte à la fin du mois d'août, alors que la chaleur pesait encore sur Willow Bend, mais que les nuits laissaient déjà sentir le souffle de l'automne. Les pommes de terre avaient étonnamment bien poussé. Les tubercules n'étaient pas gros, mais ils étaient nombreux. Les carottes étaient tordues, mais sucrées. Les choux s'étaient déformés et en tête se ferme, et Martha les cueillit avec précaution, comme des bijoux. Elle se tenait au milieu du potager, tenant dans ses mains la première pomme de terre,
et n'arrivait pas à croire que c'était réel, qu'elle avait elle-même, de ses propres mains, cultivé cela, sans mari, sans l'aide de personne, juste elle, la terre et l'obstination. « Maman, je peux goûter ?» Caleb tendit la main vers la pomme de terre, et Martha la lui laissa tenir. « Ce soir, on en fera cuire une marmite entière, » promit-elle. « Avec du beurre. Vous en mangerez jusqu'à plus faim. » Isaac se mit à rire, doucement, comme il riait toujours, et Martha sentit quelque chose d'oublié se réchauffer dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était une preuve, la preuve qu'elle pouvait le faire, que la terre n'était pas maudite, comme le disait Will, que le problème n'était pas la terre. Ce soir-là, ils mangèrent vraiment à leur faim pour la première fois depuis des mois. Martha fit cuire les pommes de terre, ajouta le lait des Clarkson et un peu de beurre qu'elle avait économisé. Les garçons mangeaient avec un tel appétit qu'elle craignait qu'ils ne s'empiffrent. Mais voir leur visage heureux valait toutes les craintes. Le lendemain, Martha chargea l'excédent de la récolte dans une vieille charrette qu'elle avait trouvée dans la grange et réparée elle-même, et l'emmena en ville. La charrette grinçait à chaque pas, mais elle tenait bon. Caleb et Isaac marchaient à côté, traînant chacun un sac plus petit. Devant le magasin de Guthrie, plusieurs charrettes étaient déjà garées. D'autres fermiers apportaient aussi leur récolte. Martha prit place sur le côté, étala ses légumes sur un morceau de bâche et se mit à attendre. Elle ne savait pas si quelqu'un lui achèterait quelque chose. Elle ne savait pas quel prix fixer. Mais il était trop tard pour reculer. La première à s'approcher fut Madame Foster, une veuve âgée qui vivait seule à la périphérie de la ville. Elle examina longuement les pommes de terre, retournant les tubercules dans ses mains. « Combien ?» demanda-t-elle enfin. Martha annonça le prix qu'elle avait vu chez les autres vendeurs. Madame Foster fit la grimace, mais hocha la tête et acheta 2 livres. Martha rangea soigneusement l'argent dans la poche de son tablier, essayant de ne pas montrer que ses mains tremblaient. À midi, elle avait presque tout vendu. Les gens s'arrêtaient, regardaient, certains achetaient, d'autres passaient sur leur chemin. Mais à la fin de la journée, elle avait 4 $ dans sa poche, plus que ce qu'elle gagnait en un mois de travail chez les Clarkson. Samuel Guthrie sortit du magasin et s'approcha d'elle alors qu'elle ramassait les sacs vides. « Belle récolte, Martha, » dit-il. Et sa voix n'avait plus la pitié d'avant, seulement du respect. « Je ne pensais pas que tu y arriverais sur cette terre. » « Moi non plus, je ne le pensais pas, » avoua-t-elle honnêtement. Mais ça a marché. Guthrie hocha la tête, garda le silence un instant, puis ajouta « Si tu as d'autres récoltes, je peux t'acheter en gros. Pour le magasin, je te ferai un prix honnête. » Martha le regarda avec surprise. C'était une proposition inattendue et très avantageuse. « Merci, monsieur Guthrie. Je m'en souviendrai. » Elle rentra chez elle avec une charrette presque vide et une poche pleine d'argent. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de penser à l'avenir. Pas seulement au lendemain, pas à où trouver de la nourriture pour la semaine, mais à un véritable avenir, à ce qu'elle pourrait faire de cette terre. Comment elle pourrait agrandir le potager? Peut-être acheter des poules, ou même une vache. L'hiver arriva tôt cette année-là. La première neige tomba dès octobre, et Martha comprit qu'il fallait se préparer sérieusement. Elle conserva tout ce qu'elle put. Le chou fut mis en saumure dans un grand tonneau, les carottes rangées dans la cave, les pommes de terre également cachées sous terre, recouvertes de paille. Chaque soir, elle comptait ses réserves et estimait si elles suffiraient jusqu'au printemps. L'argent de la vente des légumes, elle le dépensait avec prudence. Elle acheta de la farine, du sel, un peu de sucre. Du tissu pour de nouvelles chemises pour les garçons, ils avaient grandi pendant l'été, et leurs vieux vêtements étaient devenus trop petits. Pour elle-même, elle n'acheta rien. Ses robes étaient couvertes de pièces. L'ourlet de l'une d'elles avait déjà été repris 2 fois parce qu'il s'effilochait, mais cela n'avait pas d'importance. L'essentiel était que les enfants soient nourris et vêtus.
En novembre, la première lettre de Will arriva. Martha ne l'attendait pas. Elle avait oublié qu'il existait. Elle vivait comme s'il n'avait jamais été là. Mais la lettre arriva, et le postier la lui apporta en personne, probablement par curiosité. Martha prit l'enveloppe, sans un mot de remerciement, et ferma la porte au nez du postier. Elle resta dans la cuisine, tenant la lettre dans ses mains, et la regarda longuement. Adresse de l'expéditeur, Denver. L'écriture de Will, négligée, mais familière. Caleb et Isaac jouaient par terre, construisant quelque chose avec des bûchettes que Martha avait coupées pour le feu. Et ils étaient occupés et ne lui prêtaient pas attention. Martha ouvrit lentement l'enveloppe et déplia la lettre. « Martha, excuse-moi de ne pas avoir écrit plus tôt. Et il y avait moins de travail ici que promis. J'ai essayé dans les mines, mais ils ne m'ont pas pris. Maintenant, je travaille dans un entrepôt. Le salaire est bas, mais ça suffit pour vivre. J'enverrai bientôt de l'argent. Comment allez-vous, toi et les garçons? Bisez, Will. » Martha lut la lettre 2 fois, puis une autre fois. Il n'y avait pas un mot sur son retour, pas un mot sur le fait qu'il s'ennuyait, pas un mot sur le fait qu'il regrettait ce qu'il avait fait, seulement des excuses et la promesse d'envoyer de l'argent. Bientôt. Elle replia la lettre, la remit dans l'enveloppe et la jeta dans le poêle. Le papier s'enflamma vivement et brûla en quelques secondes, ne laissant derrière lui que des cendres. « Maman, c'était quoi ?» demanda Isaac en levant la tête. « Rien d'important, » répondit Martha. « Juste un vieux papier. » Elle ne pensa plus à la lettre, ne pensa plus à Will. Elle avait d'autres soucis. Avec l'arrivée de l'hiver, le travail chez les Clarkson diminua, et Martha perdit cette source de revenus. Mais à ce moment-là, elle avait déjà suffisamment de provisions pour survivre au froid, et elle utilisa son temps libre pour réparer la maison. Elle boucha les trous dans le toit, calfeutra les fissures dans les murs, répara le poêle qui fumait et chauffait mal. Tout cela, elle le fit elle-même, car elle n'avait pas les moyens d'engager quelqu'un, et elle ne voulait pas demander de l'aide. Les voisins l'auraient probablement aidée si elle l'avait demandé. George Clarkson lui-même venait parfois voir comment elle s'en sortait et proposait son aide. Mais Martha refusait toujours. Elle ne voulait pas être redevable, ne voulait pas que quelqu'un pense qu'elle était faible, qu'elle ne s'en sortirait pas sans un homme. Les soirs d'hiver, quand les enfants dormaient, Martha s'asseyait près du poêle et raccommodait les vêtements, ou en cousait de nouveau avec de vieux morceaux de tissu, ou restait simplement assise à regarder le feu, laissant ses pensées vagabonder. Elle pensait à ce qu'elle ferait au printemps, aux nouvelles plates-bandes et plates-bandes, au fait qu'il faudrait acheter plus de semences, peut-être planter des haricots, ils poussent bien et se conservent longtemps, et un pommier, un petit pommier, qui dans quelques années donnerait des fruits. Elle planifiait l'avenir comme si elle avait toute la vie devant elle. Et d'une certaine manière, c'était le cas. L'ancienne vie s'était terminée le jour où Will avait claqué la porte. La nouvelle avait commencé quand elle avait enfoncé la pelle dans la terre. En janvier, une deuxième lettre de Will arriva. Martha ne prit même pas la peine de l'ouvrir. Elle la jeta simplement au feu, sans la lire. Elle n'avait pas besoin de ses excuses, de ses promesses, de ses mensonges. En février, un marchand de la grande ville, de Fort Collins, il lui semblait, arriva à Willow Bend. Il achetait des légumes et de la viande aux fermiers locaux et les revendait en ville. Samuel Guthrie lui parla de Martha et le marchand vint lui-même à sa ferme. Il s'appelait Robert Kane. C'était un homme d'âge mûr, en costume de bonne coupe et bottes cirées, avec une barbe soigneusement taillée. Il avait l'air un peu ridicule, debout au milieu de sa cour, si citadin et propre. Madame Wells se présenta-t-il en retirant son chapeau. « Monsieur Guthrie dit que vous avez d'excellents légumes. J'aimerais discuter de la possibilité de livraison régulière. » Martha s'essuya les mains sur son tablier. Elle portait une vieille robe lilas foncé, qui avait été autrefois élégante, mais qui était maintenant délavée et couverte de pièces. Ses cheveux étaient rassemblés en un simple chignon, sans aucune parure.
Elle n'avait pas l'air d'une fermière prospère. Mais Robert Kane la regardait avec respect, comme son égale. « Je n'ai pas encore de livraison régulière, » dit-elle honnêtement. « Le potager est petit, la récolte suffit principalement pour la famille et un peu pour la vente. Mais vous prévoyez de vous agrandir. » Kane balaya la parcelle du regard. « Il y a assez de terre ici. »« Je prévois, » confirma Martha. « Au printemps, je sèmerai un autre acre, peut-être 1,5. » Kane sortit de sa poche une carte de visite et la lui tendit. « Quand la récolte sera prête, écrivez-moi. J'achèterai tout ce que vous produirez, à un prix juste. J'ai des clients réguliers qui ont besoin de légumes frais toute l'année. » Martha prit la carte et l'examina attentivement. Puis elle hocha la tête. « D'accord, je vous écrirai. » Quand Kane fut parti, Martha resta longtemps près de la fenêtre, tenant la carte de visite dans ses mains. C'était une opportunité. Une véritable opportunité non seulement de survivre, mais de vivre. De gagner de l'argent. De construire quelque chose de plus grand. Le printemps arriva tard cette année-là, mais quand la neige fondit enfin, Martha était prête. Elle retourna 1,5 acre de terre supplémentaire. Cette fois, le travail alla plus vite, car ses mains s'étaient habituées, ses muscles s'étaient renforcés. Caleb et Isaac aidaient plus que l'année précédente. Ils avaient presque 5 ans et pouvaient transporter des sacs légers, arroser les plates-bandes, ramasser les pierres. En avril, Martha acheta 4 poules avec ses derniers sous. Elles étaient un peu vieilles et ne pondaient pas très bien, mais c'était un début. Elle leur construisit un petit poulailler avec des planches qu'elle avait trouvées dans une ferme abandonnée voisine. En mai, alors qu'elle plantait les semences, Greta Clarkson s'approcha d'elle. Martha ne l'avait pas entendue arriver et ne se retourna que lorsqu'elle entendit sa voix. « Martha, tu te débrouilles bien, » dit Greta en regardant la parcelle. « George dit que tu es formidable. » Martha se redressa, secouant la terre de ses mains. « Merci. » Greta garda le silence un instant, puis ajouta « Nous avons entendu quelque chose à propos de Will, de Denver. » Martha se figea. Elle ne voulait rien entendre sur Will, ne voulait pas que son nom soit prononcé en sa présence. Mais Greta continua, pensant manifestement que Martha devait savoir. « On dit que ses affaires vont mal, il a perdu son travail. Il vit quelque part en périphérie, dans une pension bon marché. Il boit beaucoup. Une connaissance de George l'a vu là-bas. Il dit qu'il n'a pas l'air bien. » Martha ne répondit pas. Elle se tenait simplement là, tenant un paquet de semences, et regardait Greta. À l'intérieur, rien ne trembla. Ni pitié, ni joie mauvaise, ni satisfaction. Rien. Will était mort pour elle depuis le jour où il était parti. Ce qui lui arrivait maintenant n'était pas son affaire. « Je pensais que tu voudrais savoir, » ajouta Greta plus doucement. « Merci de me l'avoir dit, » répondit Martha d'une voix égale. « Mais ça ne me concerne pas. J'ai ma propre vie, et elle n'est en rien liée à Will Wells. » Greta hocha la tête, et une lueur de compréhension passa dans son regard. Elle fit demi-tour et retourna à sa charrette, tandis que Martha se remit au travail. À la fin du printemps, son potager était 3 fois plus grand que l'année précédente. Les plates-bandes s'étendaient en rangées régulières, chacune marquée d'un piquet avec le nom de ce qui y poussait. Pommes de terre, carottes, choux, navets, betteraves, oignons, haricots. Elle avait semé chaque lopin de terre libre qu'elle avait pu travailler. Et quand les premières pousses percèrent le sol, Martha se tenait au milieu de son champ et les regardait avec un sentiment qu'elle ne pouvait décrire. C'était de la fierté et de la force, et la conscience qu'elle le faisait, qu'elle construisait quelque chose à elle, sans Will, contre Will. Elle était libre. À l'été 1893, la ferme de Martha Wells était le sujet de conversation le plus en vogue à Willow Bend. Non pas parce qu'il s'y était passé quelque chose de scandaleux ou d'inhabituel, mais parce qu'elle fonctionnait. Elle fonctionnait comme ne fonctionnaient pas les fermes des hommes, qui avaient 2 fois plus de terre, 2 fois plus d'argent,
et toute l'aide nécessaire. Martha se tenait sur le porche de sa maison, la même qui, 4 ans plus tôt, fuyait à 2 endroits et grinçait au vent, et regardait les champs. Ce n'était plus un potager, mais de véritables champs. 5 acres semés de légumes, en rangées soignées qui s'étendaient jusqu'à la clôture. 2 autres acres étaient consacrés au maïs, qu'elle avait planté l'année précédente et qui avait donné une récolte étonnamment bonne. Dans l'enclos derrière la grange, 3 vaches paissaient, pas de vieilles bêtes maigres, mais de jeunes génisses qu'elle avait achetées avec l'argent de la vente de légumes à Robert Kane. Le poulailler avait doublé de taille et abritait maintenant plus de 20 poules. La maison aussi avait changé. Martha avait réparé le toit 2 ans auparavant, puis repeint les murs extérieurs en jaune clair, une couleur qu'elle avait trouvée en solde au magasin. À l'intérieur, elle avait refait les planchers de 2 pièces, remplacé le vieux poêle par un nouveau, plus fiable. Il y avait peu de meubles, mais tous étaient insolides. Une table qu'elle avait achetée au menuisier de la ville, 4 chaises, un grand lit pour elle, et 2 petits pour les garçons, qui dormaient maintenant séparément. Caleb et Isaac revenaient justement du champ, portant à 2 un grand panier de carottes. Ils avaient 7 ans et étaient devenus de grands garçons nerveux, au visage hâlé et aux mains fortes. Caleb était toujours aussi bruyant et curieux, posant constamment des questions et se fourrant partout où il ne fallait pas. Isaac restait silencieux, mais ses yeux brillaient de la même détermination que ceux de sa mère. « Maman, on a tout ramassé dans les plates-bandes du fond, » rapporta Caleb en posant le panier sur le porche. « Il en reste un peu, mais elles sont petites. On les laisse mûrir ?» Martha s'approcha et examina les carottes. Grosses, droites, sans défaut. Exactement ce qu'aimaient Robert Kane et ses clients. « Laissez-les petites, » accepta-t-elle. « Et celles-ci, portez-les à la cave, étalez-les sur les étagères. Monsieur Kane vient demain, il aura besoin de carottes et de choux. » Les garçons hochèrent la tête et traînèrent le panier vers la cave. Martha les suivit du regard. C'étaient de bons enfants, travailleurs, obéissants, mais pas soumis. Elle les élevait de manière à ce qu'ils connaissent la valeur du travail, tout en comprenant que la vie pouvait être différente, qu'ils n'étaient pas condamnés à courber l'échine toute leur vie dans les champs des autres. Le soir, Martha s'assit à table, étala devant elle le grand livre de comptes qu'elle tenait depuis 2 ans et commença à faire ses calculs. Elle y notait toutes les recettes et les dépenses, sou par sou, dollar par dollar. C'était une habitude qu'elle avait développée elle-même, car Will n'écrivait jamais rien et disait toujours qu'il fallait garder l'argent dans sa tête, pas sur du papier. Mais Martha comprit vite que sans notes, il était facile de perdre le fil. Facile de dépenser plus que ce qu'on avait gagné. Facile de se retrouver sans un sou. Cette année-là, elle avait gagné 238 dollars. Elle en avait dépensé 80 en semences, engrais, nourriture pour le bétail, réparation d'outils et vêtements pour les enfants. Il en restait 158. C'était ses premières véritables économies. De l'argent qu'elle pouvait mettre de côté sans craindre de ne pas avoir de quoi nourrir sa famille le lendemain. Martha ferma le grand livre et réfléchit. 158 dollars. Avec cet argent, elle pourrait acheter une autre vache. Ou commencer à construire une nouvelle grange. L'ancienne était petite et en mauvais état. Ou acheter plus de poules. Ou... Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, il faisait sombre, août battait son plein, et les couchers de soleil étaient longs, pourpres. Ces soirs-là, l'air sentait la poussière et l'herbe, et il faisait si calme qu'on entendait les grillons chanter dans le champ. Martha ne pensait plus à Will depuis longtemps. Elle ne se souvenait plus de son visage, de sa voix. Il avait disparu de sa vie aussi soudainement qu'il y était entré un jour. Mais parfois, lors de ces soirées calmes, elle se demandait ce qui serait arrivé s'il n'était pas parti. Aurait-elle pu construire tout cela s'il était resté? Ou aurait-elle vécu toute sa vie dans la même misère, à écouter ses plaintes sur le destin et la terre? Non, elle connaissait la réponse.
Tout ce qu'elle avait maintenant, c'était précisément parce qu'il était parti, parce qu'elle avait dû compter uniquement sur elle-même, parce qu'il n'y avait personne pour lui dire « ça ne marchera pas » ou « une femme ne peut pas faire ça ». En septembre, un nouveau shérif arriva à Willow Bend. Le précédent, le vieux Connor, était mort l'hiver dernier d'une pneumonie, et le poste était resté vacant pendant plusieurs mois. Le nouveau shérif était jeune, 35 ans au plus, grand et solidement bâti, avec des cheveux sombres et des yeux bruns attentifs. Il s'appelait Nathaniel Brooks et venait du Kansas, où il avait été adjoint du Marshal. Martha le rencontra au magasin de Guthrie, où elle lui était allée chercher de la farine. Nathaniel se tenait près du comptoir et parlait de quelque chose avec Samuel. Mais quand Martha entra, il se retourna et souleva son chapeau. « Madame », salua-t-il. Martha hocha la tête en réponse et se dirigea vers les sacs de farine. Elle portait sa meilleure robe, bleu foncé avec un motif de petites fleurs blanches, qu'elle s'était cousue l'hiver dernier avec du tissu acheté à Fort Collins. C'était sa première nouvelle robe en 4 ans, et elle ne la portait que pour aller en ville. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon soigné, et à son cou, une simple chaîne, le seul bijou qui lui restait. « Voici Martha Wells », la présenta Samuel Guthrie. La meilleure fermière du comté. Sa ferme est à 3 miles à l'ouest. Nathaniel la regarda avec intérêt. « J'ai entendu parler de vous, Madame Wells. On dit que vous faites des miracles sur cette terre, où rien ne poussait avant. » Martha souleva un sac de farine et le porta au comptoir. « Pas de miracle, shérif, juste du travail. » « Un travail difficile pour une femme. » Remarqua Nathaniel, mais sa voix ne contenait aucune condamnation, plutôt du respect. « Pour une femme ou pour un homme, le travail reste le travail, » répondit Martha. « Et il faut le faire si on veut manger. » Samuel sourit en lui rendant la monnaie. Martha n'aime pas qu'on lui dise qu'elle ne peut pas faire quelque chose. L'année dernière, elle a construit elle-même un poulailler pour 20 poules. Je l'ai vu, une construction solide, encore meilleure que celle de certains hommes. Martha prit la monnaie et le sac de farine. « Si vous avez besoin de quelque chose, shérif, soyez le bienvenu. J'ai toujours des légumes frais. » Elle se retourna et se dirigea vers la sortie, mais Nathaniel l'interpella. « Madame Wells, puis-je vous demander, vous gérez la ferme seule, sans aide ?» Martha s'arrêta dans l'embrasure. Elle savait où il voulait en venir. Tout le monde savait que Will était parti. Tout le monde savait qu'elle était seule avec 2 enfants. Mais peu osaient le demander directement. « J'ai 2 fils, répondit-elle calmement. Ils m'aident. Je n'ai besoin de personne d'autre. » Elle sortit sans attendre de réponse. Dehors, sa charrette l'attendait, petite mais robuste, qu'elle avait achetée l'année précédente. Martha chargea la farine et rentra chez elle, essayant de ne pas penser à sa conversation avec le shérif. Une semaine plus tard, Robert Kane arriva avec une nouvelle proposition. Il apparut tôt le matin, alors que Martha venait de finir de traire les vaches, et la surprit en tablier de travail, les manches de sa blouse couleur sable retroussées. « Bonjour, Madame Wells », salua-t-il en descendant de sa charrette. « J'espère que je ne suis pas trop matinal. »« Nous nous levons avec le soleil, Monsieur Kane, » répondit Martha en s'essuyant les mains. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je pensais que vous ne viendriez qu'à la fin de la semaine. » Kane retira son chapeau et le fit tourner dans ses mains, un signe certain qu'il était nerveux. « Je suis venu discuter de quelque chose d'important. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Martha l'invita d'un geste à entrer dans la maison. Ils s'assirent à la table de la cuisine, et elle lui versa de l'eau de la cruche. Kane but, se racla la gorge et commença « J'ai un nouveau client, un grand hôtel à Fort Collins. Ils ont besoin de légumes chaque semaine, en grande quantité. Je peux leur en fournir une partie, mais j'ai besoin d'un fournisseur fiable qui garantit la qualité et la régularité. J'ai pensé à vous. » Martha écoutait attentivement, sans l'interrompre. « De combien ont-ils besoin? »« Au moins 100 livres de légumes par semaine, pommes de terre, carottes, choux, oignons, tout ce que vous cultivez. Ils sont prêts à bien payer. »
Mais les exigences sont élevées. Tout doit être frais, sans pourriture, sans défaut. Martha réfléchit. 5 livres par semaine, c'était beaucoup. Sa récolte était bonne, mais serait-elle suffisante pour de tels volumes? D'un autre côté, c'était de l'argent stable et régulier. Je devrais agrandir mes cultures, dit-elle enfin, et engager un aide. Je ne m'en sortirai pas seul avec un tel volume. Je comprends, acquiesça Kane. Mais si vous acceptez, je vous garantis un contrat d'1 an, avec un acompte pour le premier mois. Martha le regarda dans les yeux. C'était une chance. Une grande chance de faire passer la ferme à un niveau supérieur. Mais c'était aussi un risque. Et si elle n'y arrivait pas? Et si la récolte la laissait tomber? Et si... Elle coupa court à ses pensées. Elle n'était pas une femme qui craignait de prendre des risques. Pas après tout ce qu'elle avait traversé. « J'accepte, » dit-elle fermement. « Quand commençons-nous ?»« Le mois prochain, » sourit Kane, visiblement soulagé. « J'apporterai le contrat dans quelques jours. » Quand il fut parti, Martha s'assit sur le porche et réfléchit. Elle avait besoin d'un aide, quelqu'un de fort, de fiable, qui savait travailler la terre. À Willow Bend, il y avait pas mal d'hommes qui cherchaient du travail, mais Martha n'était pas sûre de vouloir engager un étranger dans sa ferme. C'était son endroit, sa maison. Y laisser rentrer un inconnu. « Maman, à qui parlais-tu » demanda Isaac en sortant de la maison. Il tenait un livre à la main, un vieux manuel d'arithmétique que Martha leur avait acheté l'année précédente. Elle apprenait elle-même à lire et à compter aux garçons, car l'école de Willow Bend était loin et pas très bonne. « À Monsieur Kane, » répondit Martha. « Nous aurons plus de travail. Nous aurons besoin d'aide. » Caleb sortit aussi sur le porche, en mangeant une pomme. « On ne peut pas s'en sortir seul, » demanda-t-il. « On est déjà fort. » Martha regarda ses filles. Ils avaient vraiment grandi, mais ils n'avaient que 7 ans. Ils ne pouvaient pas travailler aussi dur qu'un homme adulte. « Vous m'avez aidé beaucoup, » dit-elle doucement. « Mais ce travail est trop important pour nous 3. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre. » En octobre, Martha engagea Thomas Riley. C'était un jeune homme d'une 20aine d'années, grand et maladroit, avec des cheveux roux et des taches de rousseur sur le nez. Il était arrivé à Willow Bend du Missouri, cherchant du travail dans les fermes. Martha le prit pour une période d'essai d'1 mois. S'il se montrait à la hauteur, elle le garderait. Sinon, il se séparerait sans rancune. Thomas se révéla être un travailleur acharné. Il se levait tôt, faisait ce qu'on lui disait, et ne posait pas de questions inutiles. Caleb et Isaac se montrèrent d'abord méfiants à son égard, mais s'y habituèrent un peu à peu. Thomas était de bonne nature et patient, jouant parfois avec eux après le travail, leur apprenant à réparer les outils et à s'occuper du bétail. Avec son aide, Martha sema 3 acres supplémentaires. Il y avait beaucoup de travail, mais il s'en sortait. Et lorsque Robert Kane vint pour la première livraison, Martha lui déchargea exactement 150 livres de légumes de choix, plus qu'il n'en avait demandé. Kane inspecta la marchandise, la pesa, vérifia la qualité et hocha la tête avec satisfaction. « Excellent travail, Madame Wells. Mon client sera ravi. » Martha prit l'argent, 25 $ pour une seule livraison, et le cacha dans sa poche. C'était l'argent le plus facile qu'elle aurait jamais gagné. Non pas parce qu'il y avait peu de travail, mais parce qu'elle savait que ce n'était que le début. Ce soir-là, alors qu'elle était assise à table, et notait les bénéfices dans son grand livre, Caleb s'approcha d'elle avec une question. « Maman, on est si riche maintenant ?» Martha leva la tête et regarda son fils. Ses yeux brillaient d'une curiosité enfantine, mais aussi de quelque chose d'autre. De l'espoir, peut-être, ou de la fierté. « Nous ne sommes pas riches, » répondit-elle honnêtement, « mais nous ne sommes plus pauvres. Nous avons une maison, de la nourriture, du travail. C'est suffisant. » « Et papa, il reviendra un jour ?»
demanda soudain Isaac. Martha se figea. Ils n'avaient pas demandé de nouvelles de leur père depuis longtemps. Elle pensait qu'il l'avait oublié, ou presque. Mais apparemment, elle s'était trompée. « Je ne sais pas », dit-elle lentement, choisissant ses mots. Et pour être honnête, ce n'est pas important. Nous vivons notre vie, et nous la vivons bien, avec ou sans papa. Les garçons hochèrent la tête et allèrent dans leur chambre. Et Martha se pencha de nouveau sur son grand livre, notant les chiffres. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle ne pensait pas à Will, ne se souvenait pas de lui. Mais parfois, tard le soir, quand tout était calme et paisible, une question s'agitait au fond de son âme. Qu'était-il devenu? Était-il en vie? Et si oui, comment vivait-il? Mais elle n'avait pas besoin de la réponse à cette question. Elle avait sa propre vie. Et il n'y avait pas de place pour Will Wells. Au printemps 1895, la ferme de Martha Wells était la plus prospère du comté de Willowbound. 12 acres de terre cultivés, un troupeau de 8 vaches, un enclos avec des cochons, un poulailler de 50 têtes. La nouvelle grange, construite l'automne précédent, se dressait derrière la maison. Une construction solide en planches neuves, avec un toit en pente et de larges portes. La maison elle-même avait également changé. Martha y avait ajouté une véranda et rénové la façade, remplaçant les vieilles planches par des neuves. Mais l'essentiel n'était pas dans les bâtiments. L'essentiel était que les gens en ville parlaient d'elle avec respect, pas avec pitié, comme 5 ans plus tôt, pas avec une compassion condescendante pour une femme abandonnée, mais avec respect pour une personne qui avait accompli l'impossible. Martha se tenait sur le porche de la véranda, sirotant son café matinal et regardant Thomas atteler le cheval à la charrette. Au fil des ans, il était devenu non seulement un employé, mais presque un membre de la famille. Fiable, honnête, dévoué. Caleb et Isaac, qui avaient maintenant 9 ans, l'aidaient, transportant des sacs de légumes de la cave. Martha portait une robe stricte couleur sapin, avec un col montant et de longues manches. Elle l'avait cousue elle-même l'hiver précédent, avec un bon tissu que Robert Kane avait ramené de Fort Collins. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon soigné, et à son poignet, un fin bracelet en argent qu'elle s'était acheté pour son anniversaire. C'était son premier véritable achat pour elle-même en toutes ces années, et elle le portait avec une fierté silencieuse. Madame Wells l'appela Thomas. « Nous sommes prêts à partir. Nous emportons 180 livres, comme commandé. » Martha hocha la tête. « Bien. Dites à Monsieur Kane que la semaine prochaine, il y aura encore du chou. La première de récolte de printemps. » Thomas fit un signe de la main et tira sur les rênes. La charrette se mit en route, soulevant une légère poussière. Caleb et Isaac revinrent vers la maison, et Martha remarqua qu'ils échangeaient un regard, comme s'ils complotaient de quelque chose. « Qu'est-ce qui se passait ?» demanda-t-elle en posant sa tasse sur la balustrade. « Maman ?» commença Isaac, qui parlait toujours de manière plus réfléchie que son frère. « Le shérif Brooks vient en ville aujourd'hui. Il a promis de nous montrer les nouveaux chevaux qu'ils ont amenés pour la patrouille. Et on peut venir avec toi quand tu iras chercher la farine, ajouta Caleb. Martha sourit. Nathaniel Brooks était devenu un visiteur fréquent de sa ferme au cours de ces 2 années. Au début, il venait pour des raisons de service, vérifier que tout allait bien si elle avait besoin d'aide. Puis, il commença à passer simplement comme ça, soi-disant en passant. Il lui achetait des légumes, bien qu'il aurait pu les acheter chez Guthrie au magasin. Et il parlait avec les garçons, leur apprenait à réparer le harnais et à s'occuper des chevaux. Martha comprenait de quoi il retournait. Nathaniel était un homme bon, honnête, travailleur, respecté en ville. Il était veuf, sa femme était étaffée et morte de la fièvre 3 ans plus tôt, et il vivait seul. Martha voyait comment il la regardait, quand il pensait qu'elle ne le remarquait pas. Voyait comment il essayait d'être utile, comment il trouvait des prétextes pour rester plus longtemps. Mais elle n'était pas prête. Elle ne savait pas si elle le serait un jour.
Will avait laissé en elle quelque chose de brisé, quelque chose qui refusait de faire à nouveau confiance, qui refusait de laisser rentrer quelqu'un dans la vie qu'elle avait si durement construite. Vous pouvez venir, accepta-t-elle, mais seulement si vous nettoyez le poulailler avant le déjeuner. Sans discussion, les garçons hochèrent joyeusement la tête et coururent vers le poulailler. Martha les suivit du regard, puis rentra dans la maison. Elle devait vérifier les factures que Kane avait envoyées, écrire une lettre à un nouveau client de Denver qui s'intéressait à des livraisons régulières. Denver. La ville où Will était parti 5 ans plus tôt. La ville d'où il n'était jamais revenu et n'avait jamais envoyé un centime. Martha ne pensait pas à lui, pas du tout. Son nom ne provoquait plus de douleur, seulement du vide, comme s'il n'avait jamais existé, comme si ces 5 années de mariage n'avaient été qu'un rêve qu'elle avait oublié avec soulagement. Après le déjeuner, ils partirent pour la ville. Martha était assise sur le siège du cocher, menant le cheval, un Angrebail nommé Baron, qu'elle avait acheté l'année précédente. Caleb et Isaac bavardaient sur le siège arrière, discutant des chevaux que le shérif leur montrerait. Willow Bend les accueillit avec son agitation habituelle. La rue principale était bondée de gens, des charrettes étaient garées devant les magasins, de la musique jouait quelque part, probablement au saloon. Martha s'arrêta devant le magasin de Guthrie et aida les garçons à descendre de la charrette. « Allez voir le shérif, dit-elle. Mais n'allez pas trop loin, on se retrouve ici dans 1 heure. Les garçons s'enfuirent et Martha entra dans le magasin. Samuel Guthrie se tenait derrière le comptoir et pesait du sucre pour quelqu'un. En voyant Martha, il termina avec son client et se tourna vers elle. « Martha, bonjour, salua-t-il. Qu'est-ce que ce sera cette fois ?»« De la farine, du sel, du café, énuméra Martha. Et des clous, si vous en avez. D'1 pouce. » Pendant que Guthrie préparait la commande, Martha regarda autour d'elle. Il y avait plusieurs clients dans le magasin, parmi lesquels Edna Crane, qui choisissait des rubans au comptoir des tissus. En voyant Martha, elle s'approcha avec un sourire faussement joyeux. « Martha, ma chère, quel plaisir de vous voir !» s'exclama-t-elle si fort que tout le monde se retourna. « J'ai entendu dire que votre ferme prospère. Félicitations. Bien que, bien sûr, travailler si dur pour une femme, ce n'est pas tout à fait correct. Vous devriez trouver un mari convenable pour vous aider à gérer l'exploitation. » Martha la regarda calmement. « Merci de votre sollicitude, Madame Crane, mais je me débrouille très bien toute seule. Je n'ai pas besoin d'un homme pour gérer mon exploitation. » Le silence se fit dans le magasin. Edna rougit, ouvrit la bouche, mais Martha s'était déjà tournée vers Guthrie, qui retenait difficilement un sourire. À ce moment-là, la porte du magasin s'ouvrit, laissant entrer une lumière vive et, avec elle, un homme. Martha n'y prêta d'abord pas attention, continuant de parler avec Guthrie. Mais ensuite, elle entendit Edna Crane pousser un cri étranglé, et un silence si profond s'installa dans le magasin qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. Martha se retourna. Dans l'embrasure de la porte se tenait un homme, maigre en haillons, avec une barbe hirsute et des joues creuses. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient en trouble, rougis. Il sentait la sueur rance, le whisky bon marché et quelque chose d'autre, le désespoir, l'abattement. Martha le regarda pendant plusieurs secondes avant de comprendre. Will. C'était Will Wells, son mari qui était parti 5 ans plus tôt avec une chemise propre et de l'espoir dans les yeux. Qui avait promis de revenir, qui avait disparu comme de la fumée. Il la regardait droit dans les yeux, et dans son regard il y est. Il y avait tant de... quoi? De honte, de désespoir, d'espoir. Martha ne bougea pas d'1 pouce, n'émit aucun son. Elle se tenait simplement là et regardait l'homme qui avait été son mari, et qui ressemblait maintenant au dernier des vagabonds. Will fit un pas en avant. « Martha, dit-il d'une voix rauque, c'est moi. »
Je vois, répondit-elle d'un ton égal, et sa voix sonna froide comme la glace. Il fit encore quelques pas, s'approchant d'elle. Les gens dans le magasin se figèrent, observant la scène, avec un intérêt non dissimulé. C'était le genre de moment dont tout Willow Bend parlerait pendant des semaines. « Je suis de retour », dit Will, et sa voix était suppliante. « Je sais que je suis parti alors. Je sais que j'ai mal agi. Mais je suis de retour, Martha. Je suis de retour à la maison. » Martha posa lentement le sac de farine qu'elle tenait et se tourna complètement vers lui. Elle le regarda longuement, d'un air évaluateur, notant chaque détail. Le tremblement de ses mains, dû à l'alcool ou à la maladie. La saleté sous ses ongles. Les trous dans sa chemise. Ses bottes usées. Il était une ruine. L'épave de l'homme qu'il avait été. « À la maison ?» répéta-t-elle. Et une note d'acier perça sa voix. « Tu n'as plus de maison, Will. Pas ici. Pas avec moi. » Il tressaillit comme si elle l'avait frappé. « Martha, s'il te plaît, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais je suis ton mari. Nous avons des enfants. Nous sommes une famille. » « Une famille ?» Martha eut un petit rire, et ce rire n'avait aucune chaleur. « Tu es parti il y a 5 ans, Will. Tu m'as laissé avec 2 jeunes enfants, sans argent, sans nourriture, sans espoir. Tu n'as envoyé ni lettre avec de l'argent, ni un mot pour dire si tu étais en vie. 5 ans. Pendant ce temps, j'ai enterré le mari que j'avais. Enterré et oublié. J'ai eu des moments difficiles, commença Will, et sa voix se brisa. À Denver, tout ne s'est pas passé comme je le pensais. Il n'y avait pas de travail, pas d'argent. J'ai essayé, Martha. Je le jure, j'ai essayé. Essayé ? Martha fit un pas vers lui, et tout le monde dans le magasin recula involontairement, libérant de l'espace. Pendant que tu essayais, je creusais le potager à main nue. Pendant que tu essayais, mes enfants demandaient quand papa reviendrait, et je ne savais pas quoi leur répondre. Pendant que tu essayais, je travaillais de l'aube au crépuscule pour que mes fils ne se couchent pas le ventre vide. Alors ne me parle pas de tes moments difficiles. Will baissa la tête. J'ai tout gâché, je le sais. Mais donne-moi une chance de tout réparer. Donne-moi une chance de revenir. Je travaillerai. J'aiderai à la ferme. J'ai changé, Martha. Elle le regarda longuement, puis secoua lentement la tête. Bonsoir. Non, Will. Tu n'as pas changé. Tu es simplement devenu ce que tu as toujours été. Faible, irresponsable. Un homme qui fuit quand ça devient difficile. Et je n'ai pas besoin d'un tel homme dans ma vie. Mes enfants n'en ont pas besoin. Martha, je t'en supplie. Il tendit la main vers elle, mais elle recula. Va-t'en, Will. Va-t'en avant que j'appelle le shérif. Tu n'as rien à voir avec moi ou mes fils. Tu as fait ton choix il y a 5 ans. Maintenant, vis avec. Will se tenait là, chancelant, et Martha vit des larmes monter à ses yeux. Une partie d'elle, très petite, presque imperceptible, ressentit une pointe de pitié. Mais elle écrasa ce sentiment rapidement et sans pitié. Cet homme ne méritait pas sa pitié. Il ne méritait que son mépris. « Je suis toujours ton mari, » croassa Will. « Selon la loi. »« Selon la loi peut-être, » concéda Martha. « Mais pas dans la réalité. Dans la réalité, tu es mort pour moi depuis 5 ans, et je n'ai pas l'intention de ressusciter les morts. » Elle se tourna vers Guthrie, qui avait observé la scène en silence. « Monsieur Guthrie, veuillez terminer ma commande. Je dois récupérer mes enfants et rentrer à la maison. » Samuel se mit silencieusement à emballer les achats. Et Will restait là, au milieu du magasin, brisé, humilié, anéanti. Martha ne le regarda plus. Pour elle, il avait cessé d'exister. Elle paya, prit ses achats et se dirigea vers la sortie. À la porte, elle s'arrêta et se retourna. « Et encore une chose, Will, » ajouta-t-elle calmement. « Ne viens pas à ma ferme. N'essaie pas de voir les garçons.
Tu as perdu le droit de les appeler tes fils le jour où tu les as abandonnés. Si tu t'approches de ma maison, j'appellerai vraiment le shérif, et il ne sera pas aussi indulgent que moi. » Elle sortit du magasin, laissant derrière elle un silence de mort. Dehors, le soleil brillait et l'air était frais. Martha prit une profonde inspiration, calmant son cœur qui battait à tout rompre. Ses mains tremblaient, mais elle les serra en poing, se forçant à se ressaisir. Caleb et Isaac couraient vers elle depuis le bureau du shérif, racontant quelque chose avec excitation. Martha les regarda. Ces garçons, grands, forts, en bonne santé, et comprit qu'elle avait bien fait. Will n'avait aucun droit sur eux, aucun droit de revenir et de détruire ce qu'elle avait construit. « Maman, tu ne vas pas le croire !» cria Caleb. « Le shérif nous a montré un étalon qui... » « Vous me raconterez en chemin », l'interrompit doucement Martha. « Il est temps de rentrer. » Ils chargèrent qu'elle les achasse dans la charrette et se mirent en route. Les garçons bavardaient en sans cesse, ne remarquant pas que leur mère était silencieuse. Martha tenait fermement les rênes, regardant la route devant elle. Elle ne regarda pas en arrière, ne pensa pas à Will, resté dans le magasin de Guthrie, brisé et anéanti, ne pensa pas à ce que les gens diraient. Elle ne pensait qu'au chemin du retour, à sa ferme, sa maison, sa vie, la vie qu'elle s'était construite elle-même, sans lui. Et rien, ni son retour, ni ses supplications, ni un sentiment de culpabilité, ne la ferait renoncer à cela. Elle était allée trop loin pour faire marche arrière. Le soir, alors que les garçons dormaient déjà, Nathaniel Brooks arriva à la ferme. Il descendit de cheval près de la maison et retira son chapeau en voyant Martha sur la véranda. « Madame Wells, commença-t-il prudemment, j'ai entendu ce qui s'est passé au magasin de Guthrie. Je voulais m'assurer que tout allait bien pour vous. » Martha hocha la tête. « Tout va bien, shérif. Merci de votre sollicitude. » Nathaniel garda le silence un instant, puis ajouta « Will Wells s'est installé dans la pension à la périphérie. Il est ivre et pas en grande forme. Si vous le souhaitez, je peux m'assurer qu'il quitte la ville. » Martha le regarda longuement. « Faites ce que vous jugez nécessaire, shérif, mais cela m'est égal. Qu'il reste, qu'il parte. Il n'a plus aucun lien avec moi. » Nathaniel hocha la tête avec compréhension. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. »« Je sais, merci. » Il partit, et Martha resta sur la véranda, regardant dans l'obscurité. Quelque part dans cette obscurité se trouvait Will, brisé, misérable, pathétique. Et elle ne ressentait rien, ni pitié, ni colère, ni satisfaction de sa chute. Seulement du soulagement. Le soulagement de savoir avec certitude qu'elle ne le laisserait plus jamais entrer dans sa vie. Elle était libre, vraiment libre. Et c'était le meilleur sentiment au monde. Will resta à Willow Bend pendant 3 semaines. Martha le savait, car toute la ville ne parlait que de ça. Il vivait dans la pension de Madame Harper, travaillait pour de la nourriture à l'entrepôt près de la gare, et passait ses soirées au saloon, tant qu'il avait de l'argent pour boire. Les gens le voyaient, le plaignaient ou le méprisaient, mais tous s'accordaient sur un point, il n'était que l'ombre de lui-même. Martha ne chercha pas à le rencontrer, ne s'intéressa pas à ce qu'il faisait, à comment il vivait. Elle continuait à travailler à la ferme, comme toujours. Elle se levait avant l'aube, trayait les vaches, inspectait les plates-bandes, planifiait les semailles pour la saison suivante. La vie ne s'était pas arrêtée à cause du retour de Will. Elle n'avait même pas ralenti un instant. Caleb et Isaac ne savaient pas que leur père était en ville. Martha ne leur avait rien dit. Pourquoi? Pour les troubler, les embrouiller et les forcer à choisir entre leurs parents? Non. Will avait perdu le droit d'être leur père il y a bien longtemps. Et il n'avait posé de questions sur lui que quelquefois au fil des ans, et Martha avait répondu honnêtement. Il était parti et n'était pas revenu. C'était suffisant. Mais la 4e semaine, Will vint à la ferme.
Martha était dans le potager quand elle aperçut sa silhouette sur la route. Elle se redressa, s'essuyant les mains sur son tablier, et resta simplement là, à le regarder s'approcher lentement de la barrière. Il avait de l'air un peu mieux que ce jour-là au magasin. Sa barbe était taillée, sa chemise était propre, bien que rapiécée à de nombreux endroits. Mais sa démarche avait toujours l'incertitude d'un homme qui sait qu'on ne l'attend pas. Thomas travaillait non loin de là, réparant une clôture. En voyant Will, il se redressa et regarda Martha, attendant un signe. Elle secoua la tête presque imperceptiblement. Pas la peine. Elle s'en occuperait seule. Will s'arrêta à la barrière, n'osant pas entrer. « Martha » appela-t-il. « On peut parler ?» Elle se dirigea lentement vers lui sans se presser. Arrivée à quelques pas, elle s'arrêta, les mains croisées devant elle. Sa robe ce jour-là était simple, de travail, d'un brun foncé avec des rayures rouges délavées, boutonnées jusqu'au cou. Ses cheveux étaient couverts d'un simple foulard. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une femme qui travaillait la terre. « Parle », dit-elle d'un ton égal. Will se lécha les lèvres. Il était nerveux. Cela se voyait à la façon dont il malaxait son chapeau dans ses mains. « Je veux aider », dit-il enfin, « à la ferme. Je peux travailler, gratuitement s'il le faut. Juste donne-moi une chance de prouver que j'ai changé. » Martha le regarda longuement, d'un air évaluateur. Puis elle fit un geste circulaire de la main. Les champs, la maison, la grange, les enclos. « Tu vois ça ?» demanda-t-elle. « Tout ça, je l'ai construit seul, sans toi. Quand tu es parti, il n'y avait rien ici, à part une terre vide et des dettes. Maintenant, c'est la meilleure ferme du comté, et je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'en avais pas besoin il y a 5 ans, je n'en ai pas besoin maintenant. » Je comprends. Will fit un pas de plus, mais s'arrêta en voyant Martha se tendre. « Je comprends que tu n'aies pas besoin de moi, mais j'ai besoin de ça, de la possibilité de réparer ce que j'ai brisé, de la possibilité d'être près des enfants, de toi. » Martha secoua la tête. « Et non, Will, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'un toit sur la tête et de repas réguliers. Tu as besoin de quelqu'un qui prenne la responsabilité de ta vie, parce que tu n'y arrives pas toi-même. Mais cette personne, ce ne sera pas moi. Plus jamais. » Il serra son chapeau si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. « Je t'aime, Martha. Je t'ai toujours aimée. Même quand je suis parti, même quand tout a mal tourné, je pensais à toi, à ce que j'avais perdu. » Martha eut un petit rire, et ce rire n'avait aucune once de gaieté. « L'amour? Tu appelles ça de l'amour? » « Will, l'amour, c'est quand tu restes quand ça devient difficile, quand tu travailles jusqu'à y avoir les doigts en sang pour que ta famille soit nourrie. Quand tu n'abandonnes pas ta femme avec 2 bébés sans un sou en poche. Ce que tu ressentais, ce n'était pas de l'amour, c'était de l'égoïsme. Tu voulais une vie meilleure et tu as décidé que tu avais le droit de la prendre, même si cela signifiait nous laisser mourir. « Je ne voulais pas vous laisser mourir, » protesta-t-il faiblement. « Je pensais... » « Tu ne pensais à rien, » l'interrompit Martha, et sa voix se fit plus dure. « Tu as juste fui, comme tu as toujours fui les problèmes. Et tu sais ce qui est le plus drôle? Il ne m'a fallu que quelques semaines, après ton départ, pour comprendre que ce n'était pas la terre qui était maudite. Ce n'était pas le temps qui était mauvais. C'était toi le problème. Ta paresse, ta faiblesse, tes plaintes constantes sur le fait que tout allait mal. Tu aspirais la vie de tout ce que tu touchais. Et quand tu es parti, j'ai enfin pu respirer. » Will tressaillit comme si elle l'avait frappé. Des larmes perlèrent à ses yeux. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » murmura-t-il. « Je sais que j'ai tout gâché, mais je t'en prie. Au moins, laisse-moi voir les garçons. Ce sont mes fils, Martha. J'ai le droit. » « Non, » coupa-t-elle froidement. « Tu n'as aucun droit. Tu y as renoncé quand tu es parti.
Caleb et Isaac ont grandi sans père. Ce sont des garçons forts, gentils et travailleurs. Ils deviendront de bons hommes. Et tu n'y es pour rien. Tout ce qu'ils sont maintenant, tout ce qu'ils deviendront, c'est mon mérite, pas le tien. Martha, s'il te plaît. Va-t'en, Will, dit-elle avec lassitude. Va-t'en de cette ville, va-t'en de ma vie. Trouve-toi un autre endroit où tu pourras recommencer à zéro, mais pas ici, pas près de moi et de mes enfants. Will resta silencieux, la tête baissée, puis il hocha lentement la tête. Si je pars pour de bon, me pardonneras-tu un jour? Martha le regarda longuement et attentivement, puis secoua la tête. Non, Will, je ne te pardonnerai pas, mais je ne suis plus en colère non plus. Tu es juste, tu n'existes tout simplement pas pour moi. Tu es devenu un passé que j'ai enterré, et je n'ai pas l'intention de le déterrer. Elle se retourna et retourna vers le potager, sans regarder en arrière. Will resta à la barrière un moment, puis s'éloigna lentement. Martha entendit ses pas sur la route, mais ne se retourna pas. Même quand les pas se turent, elle continua simplement à travailler, arrachant les mauvaises herbes entre les rangs. Thomas s'approcha d'elle 5 minutes plus tard. « Il est parti, Madame Wells, » dit-il doucement. « Je sais, » répondit Martha sans lever la tête. « Vous allez bien ?» Elle se redressa et le regarda. Thomas était un homme bon, un ami fidèle. Au fil des ans, elle l'avait appris à apprécier de telles personnes. « Je vais bien, Tom. Merci de t'inquiéter. Retournons au travail. Nous devons finir les carottes avant ce soir. » 2 jours plus tard, Nathaniel Brooks vint à la ferme. Martha était dans la maison, préparant le déjeuner pour les garçons qui devaient rentrer des champs d'une minute à l'autre. En entendant le bruit des sabots, elle sortit sur la véranda et vit le shérif descendre de cheval près du porche. « Ce Nathaniel, salua-t-elle. Quelque chose est arrivé ?» Il retira son chapeau et monta les marches. « Will Wells a quitté la ville ce matin, » annonça-t-il, « par le train pour San Francisco. J'ai pensé que vous voudriez le savoir. » Martha hocha lentement la tête. « Merci de m'avoir prévenu. » Nathaniel garda le silence un instant, puis ajouta « Martha, puis-je vous dire quelque chose ?» Elle le regarda attentivement. Au fil des ans, elle avait appris à lire les gens, et elle voyait maintenant que le shérif était nerveux. C'était inhabituel. Nathaniel était toujours un homme confiant et calme. « Bien sûr, » autorisa-t-elle. « Je vous admire, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Pour ce que vous avez fait, pour ce que vous êtes devenue. Vous êtes la femme la plus forte que je connaisse. Et j'aimerais, si vous me le permettez, j'aimerais mieux vous connaître. Pas en tant que shérif et habitante de la ville, mais comme un homme et une femme. » Martha ne répondit pas tout de suite. Elle regardait Nathaniel, son visage honnête et ouvert, et réfléchissait. 5 ans qu'elle vivait seule. 5 ans à construire une vie où il n'y avait pas de place pour un homme. Non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle avait peur. Peur de faire à nouveau confiance. Peur de laisser quelqu'un s'approcher au point de pouvoir lui faire du mal. Mais Nathaniel n'était pas Will. Il était fiable, honnête, travailleur. C'était un homme qui restait quand c'était difficile. Qui aidait sans rien attendre en retour, qui la respectait, elle et ses choix. « Je ne cherche pas de mari, Nathaniel, » dit-elle enfin, et sa voix était plus douce que d'habitude. « Je ne cherche personne pour prendre des décisions à ma place ou gérer ma ferme. J'ai ma propre vie et je n'ai pas l'intention de la changer. » Nathaniel hocha la tête avec compréhension. « Je ne vous demande pas de changer votre vie, Martha. Je demande juste de me permettre d'en faire partie, si vous le voulez. » Martha réfléchit. Puis, pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se permit de sourire, un vrai sourire chaleureux. « Venez dîner dimanche, » proposa-t-elle. « Les garçons seront ravis de vous voir. Vous pourrez leur montrer comment nettoyer correctement le harnais. Ils le font toujours mal. » Nathaniel lui rendit son sourire, large, joyeux. « Avec plaisir, madame, avec grand plaisir. » Il partit, et Martha resta sur la véranda, le regardant s'éloigner.
À l'intérieur, quelque chose fondit doucement. Ce bloc de glace qui était resté dans sa poitrine toutes ces années. Elle n'était pas sûre d'être prête pour une relation. N'était pas sûre de l'être un jour complètement. Mais elle y était prête à essayer. Lentement, prudemment, sans se presser. Parce qu'elle le méritait. Elle méritait d'être heureuse. Cet automne-là, la récolte fut record. Martha ramassa tellement de légumes que Robert Kane venait avec sa charrette 2 fois par semaine. Le contrat avec l'hôtel de Fort Collins fut élargi. De nouveaux clients apparurent. À la fin de l'année, elle avait gagné plus de 300 $, une somme dont elle n'aurait même pas pu rêver 5 ans plus tôt. En novembre, elle acheta 5 acres de terre supplémentaires à un fermier voisin qui déménageait en Oregon. Elle possédait maintenant 17 acres, plus que beaucoup d'hommes du comté. Thomas l'aidait à planifier ce qu'il fallait planter au printemps. Comment utiliser au mieux la nouvelle terre. Caleb et Isaac grandissaient et étaient vite. À 9 ans, ils arrivaient presque à l'épaule de leur mère, robustes et hâlés. Caleb rêvait d'élever un jour des chevaux, et Isaac voulait étudier pour devenir agronome. Martha mettait de l'argent de côté pour leur éducation, lentement, dollar par dollar. Mais elle le faisait. Ses ma-fils auraient ce qu'elle n'avait pas eu. Le choix. La possibilité de devenir quelqu'un de plus que de simple fermier. Nathaniel devint un visiteur fréquent de la ferme. Il venait le dimanche pour dîner, aidait à réparer des choses dans la maison, apprenait aux garçons à tirer et à entretenir une arme. La relation entre lui et Martha se développa lentement, presque imperceptiblement. Il n'y eut pas de grandes déclarations, ni de gestes dramatiques. Juste un rapprochement calme et tranquille entre 2 personnes qui se comprenaient sans mots. Un soir de décembre, alors que les garçons dormaient déjà et que la première neige tombait dehors, Nathaniel et Martha étaient assis sur la véranda, enveloppés dans des couvertures et sirotant un thé chaud. « Tu sais de quoi on parle en ville ?» demanda Nathaniel, regardant les flocons de neige danser à la lumière de la lampe. « De beaucoup de choses, j'imagine, » sourit Martha. « Les gens aiment les ragots. »« On dit que tu es une légende, » continua-t-il. « La femme qui a transformé un terrain vague en une ferme prospère, qui a prouvé qu'on peut survivre et réussir, même quand tout le monde est contre soi. On dit que dans 20 ans, on racontera des histoires sur toi. » Martha garda le silence, puis se mit à rire doucement. Une légende. Ça sonne un peu fort pour une femme qui a simplement fait ce qu'elle devait faire. Survivre, travailler, élever ses enfants. Mais tu l'as fait avec une telle dignité. Nathaniel se tourna vers elle. Avec une telle force. Tu ne t'es pas brisée, Martha. Quand n'importe qui d'autre aurait abandonné, tu as continué à avancer. C'est ça qui fait de toi une légende. Martha le regarda, et des larmes brillèrent dans ses yeux. Pas de chagrin, pas de douleur, mais quelque chose d'autre. Quelque chose de chaud et de lumineux. « Je ne me sens pas comme une légende, » avoua-t-elle doucement. « Je suis toujours la même femme qui, il y a 5 ans, se tenait au milieu d'un potager vide, avec des ampoules aux mains et sans espoir dans le cœur. Sauf que maintenant, j'ai une récolte, et une maison, et un avenir pour mes enfants. C'est suffisant, » dit Nathaniel. C'est plus que suffisant. Ils restèrent assis en silence, regardant la neige recouvrir la terre d'un manteau blanc. Et dans ce silence, il y avait plus de compréhension que dans 1000 mots. Au printemps 1896, Martha reçut une lettre. Elle venait de San Francisco, et l'écriture sur l'enveloppe était inconnue. Elle l'ouvrit avec curiosité et lut « Chère Madame Wells, je vous écris en tant que Dr. Henry Mitchell de l'hôpital Sainte-Marie à San Francisco. C'est avec regret que je vous informe que votre mari, William Wells, est décédé dans notre hôpital le 23 mars de la tuberculose. Avant de mourir, il a demandé de vous transmettre qu'il regrettait tout ce qui s'était passé et espérait que vous et les enfants seriez heureux. Elle a été enterrée au cimetière municipal. Veuillez accepter mes condoléances. » Martha lut la lettre 2 fois.
puis la plia lentement et la mit dans un tiroir de son bureau. Elle ne pleura pas, ne ressentit ni soulagement ni chagrin, juste du vide. Will était mort. L'homme avec qui elle avait autrefois partagé sa vie n'existait plus. Elle sortit sur la véranda et regarda sa ferme. Les champs se préparaient pour les semailles de printemps. Les vaches paissaient paisiblement dans l'enclos. Le caquettement des poules s'élevait du poulailler. Caleb et Isaac travaillaient dans la grange, leur voix audible à travers les portes ouvertes. Thomas réparait une clôture près du champ le plus éloigné. Tout était à sa place. Tout était bien. Will était sorti de sa vie il y a 5 ans. Et maintenant, il était parti pour de bon. Et cela ne changeait rien. Parce que sa vie avait depuis longtemps cessé de dépendre de lui. Le soir, elle l'annonça aux garçons. Ils étaient assis à table pour le dîner. Et Martha posa sa fourchette, prit une profonde inspiration et dit « Je dois vous dire quelque chose. Votre père est mort. » Caleb et Isaac échangèrent un regard. Isaac baissa les yeux et Caleb fronça les sourcils. « Quand ?» demanda-t-il. « Il y a un mois, à San Francisco. » Ils se turent. Puis Isaac demanda doucement « On est censé être triste ?» Martha regarda son fils, si sérieux, si réfléchi, si sage pour son âge. « Vous pouvez ressentir ce que vous ressentez, » répondit-elle honnêtement. De la tristesse, de la colère, du soulagement, rien. Tout est normal. C'était votre père, mais vous ne vous souvenez presque pas de lui. C'est normal. Caleb hocha la tête. « Je ne suis pas triste, » dit-il après une pause. « C'est mal ?» « Non. » Martha tendit la main et prit la sienne. « Ce n'est pas mal. C'est juste honnête. » Ils finirent avec le dîner en silence. Et puis la vie reprit son cours, comme toujours. Car la mort de Will, comme sa vie, n'avait plus d'importance pour cette famille. L'été, Nathaniel demanda Martha en mariage. Pas à genoux, pas avec une bague et des discours. Simplement, un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda à regarder le coucher du soleil, il dit « Épouse-moi, Martha. » Elle le regarda surprise. « C'est une demande. » « Oui, sourit-il. Je sais que tu es une femme indépendante. Je sais que tu n'as pas besoin d'un mari. Mais je veux être à tes côtés. Je veux aider à élever les garçons. Je veux me réveiller à tes côtés et m'endormir en sachant que tu es là. Pas parce que tu es faible et que tu as besoin de protection, mais parce que je t'aime. Et je veux partager ma vie avec toi. » Martha resta silencieuse un long moment, puis hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-elle, « mais à certaines conditions. La ferme reste la mienne. Les décisions concernant l'exploitation, c'est moi qui les prends. Et les garçons sont mes enfants. Tu peux être leur ami, leur mentor, mais pas un père de substitution, car ils ont grandi sans lui et n'ont pas besoin d'un remplaçant. » Nathaniel se mit à rire. « J'accepte toutes les conditions, toutes les conditions. Je ne veux pas changer ta vie, Martha. Je veux juste en faire partie. » Ils se marièrent à l'automne, dans la petite église de Willow Bend. Martha portait une simple robe de couleur crème qu'elle avait cousue elle-même. Pas blanche, pas luxueuse, juste belle et pratique. Caleb et Isaac se tenaient à côté, sérieux et solennels dans leurs nouveaux costumes. Thomas était le témoin. Greta Clarkson tenait le bouquet. La moitié de la ville était venue au mariage, non par politesse, mais par respect sincère. Après la cérémonie, Martha et Nathaniel retournèrent à la ferme. Pas de voyage, pas de lune de miel, à la maison, parce que la maison était plus importante que tous les voyages. Le soir, quand les invités furent partis et que les garçons se furent couchés, Martha se tenait sur la véranda et regardait sa terre. 17 acres, une maison, une grange, du bétail. Tout cela, elle l'avait construit elle-même, à partir de rien, de la douleur, de la colère et de l'obstination. Nathaniel s'approcha par derrière et l'entoura de ses bras. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Martha s'appuya contre lui. « Je pense qu'il y a 6 ans, le jour où Will est parti.
6 ans qui ont tout changé. J'étais une femme effrayée, en colère, désespérée, sans avenir. Et maintenant, tu es une légende, termina Nathaniel pour elle. Martha se mit à rire doucement. Non. Maintenant, je suis juste Martha Wells, une femme qui a une maison, une famille, une terre. Une femme qui a survécu et est devenue plus forte. C'est suffisant. Mais au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait vaincu. Vaincu les circonstances, le destin, tous ceux qui pensaient qu'une femme ne pouvait pas s'en sortir. Elle avait prouvé qu'on pouvait renaître de ses cendres, qu'on pouvait reconstruire une vie, que la force ne vient pas d'un homme à ses côtés, mais de la détermination intérieure. Et quand, des années plus tard, les gens raconteraient des histoires sur la ferme de Martha Wells, ils ne parleraient pas de la façon dont son mari l'avait abandonnée. Ils parleraient de la façon dont elle avait transformé la trahison en triomphe. Comment elle avait créé un empire à partir d'un terrain vague. Comment elle était devenue un exemple pour tous ceux qui avaient un jour pensé qu'ils n'y arriveraient pas. Martha Wells, la femme abandonnée avec 2 enfants et sans un sou, la femme qui était devenue une légende. Mais pour elle-même, elle resterait toujours simplement Martha, une femme qui travaillait, aimait, vivait. Et c'était suffisant, plus que suffisant.